allez, on va enchaîner. Il est 14 heures. Ok, allez, on est parti pour la fameuse conférence, un super tour de table. Je vais bien mettre le Pricey. Bon, c'est toujours streamé aussi par Anne Tourtane. Je les remercie vivement pour ça. Hein, il a pas mal d'audience grâce à vous. Lionel, tu as déjà œuvré ce matin. Et là, tu vas enchaîner sur un tour de table avec... il y a une belle brochette du coup d'entrepreneurs. Je suis ravi de voir tout ce petit monde-là. Donc la thématique, c'est de lancer une start-up depuis la Bretagne et lancer du coup les relais de croissance qu'il faut pour essayer d'atteindre la masse critique. Lionel, à toi de jouer. Merci Seb. Alors, on a imaginé un dispositif en 6 étapes et qui reprend, on n'en est pas l'inventeur, une infographie qui a été publiée récemment par l'atelier BNP Paribas, qui est là, que vous verrez, si vous le souhaitez, de façon plus approfondie sur le site web ou directement sur le site de l'atelier. Elle est de la vie générale assez fabuleuse parce qu'elle regroupe l'ensemble des étapes qui permettent à soit un candidat à la création de start-up ou soit quelqu'un qui voudrait se lancer en mode start-up, développer un projet dans l'entreprise, d'imaginer l'ensemble des phases par lesquelles il va passer et éventuellement les différents points de tension possibles. Et donc, sans reprendre forcément la totalité des étapes présentes dans cette infographie, on a choisi d'illustrer 6 de l'ensemble des étapes d'une start-up supposée réussie par à la fois 6 invités qui chacun portera, on va dire, plus haut l'étendard de ce point en question, mais qui pourra aussi intervenir sur tous les autres points. Sauf peut-être les plus jeunes d'entre vous, ceux qui viennent de démarrer leur start-up et qui ne connaissent pas encore notamment la phase de maturité. Mais voilà, donc on a imaginé un dispositif ouvert. Donc je vais présenter très rapidement nos invités, sachant qu'ils vont avoir l'occasion, quand ce sera à leur tour de présenter l'entreprise, de le faire de façon plus approfondie. C'est la raison pour laquelle je ne vais pas m'éterniser dessus. Donc nous avons Steven Friand. Steven Friand, qui est l'actuel dirigeant de Trot & Go et de Mobile & Go. Il n'est pas là au titre de cette activité. Il va nous parler d'une activité de start-up qui a vécu il y a quelques années, qui a connu quelques difficultés, et puis il interviendra sur le chapitre consacré à ce sujet. Nous avons donc Guillaume Sambla. Guillaume Sambla, qui est l'actuel directeur général délégué du groupe Le Télégramme, qui est le fondateur de Région Job, qui est une petite start-up qu'il a menée de 1 personne jusqu'à 140. Voici maintenant 2 ans que vous avez quitté, je crois, Région Job, enfin plus ou moins quitté, puisque Région Job fait partie du groupe Telegram. Emilien Matt, qui est co-dirigeant de Idili, qui est une start-up qui vient de naître, c'était l'an dernier, je crois, 2012, et qui est une application mobile de bons plans géolocalisés, et qui est hébergé ici même, à une porte d'ici, qui est l'incubateur de produits en Bretagne. On a également dans la catégorie des startups récentes, Paul-Adrien Ménez, qui fait beaucoup parler de lui en ce moment, notamment sur les ondes, la presse et les télés, qui l'enchaînent comme ça, comme des petits pains. Et donc Paul-Adrien est le PDG de Zéro Gâchis. L'entreprise est née en 2012 aussi. Un incubateur de produits en Bretagne. Charles Kabilik, qui est donc l'actuel dirigeant du groupe AC3, et plein d'autres choses. Il a un passé intéressant dont il n'aura peut-être pas le temps de nous parler, donc je le dis rapidement. Il a commencé très très tôt, notamment par des jeux. Il a fait de la banque en ligne. Je crois qu'il était l'un des premiers en France à faire de la banque en ligne. Il a été un des premiers en France à faire du supermarché online aussi. Et depuis 2004, Imo Facile, qui est le numéro 1, mais ça, c'est que depuis cette année, je crois, c'est ça ?
Le numéro 1, des, comme vous l'appelez, des CMS, des... Voilà, logiciel pour agence immobilière, entreprise brestoise. Et enfin, Arnaud Giraudon, je le cherchais, mais il est juste là. Après un parcours au Crédit Mutuel Arkea, notamment, banque en ligne également, avec la création de Symphonis, qui est devenu ensuite Fortuneo, puis président du directoire de Suravenir. En septembre 2010, il se lance dans la création de start-up, à nouveau peut-être, dans la création de start-up, et en l'occurrence à Brest aussi, et qui s'appelle Acomassure. Voilà, il aura l'occasion de nous la présenter tout à l'heure. Donc, on va commencer par Paul Adrien. Paul Adrien, on s'est dit qu'une start-up, ça commençait par une idée. Et donc la genèse de cette idée, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'elle devient une fois qu'on l'a eue? Est-ce qu'on la partage? Est-ce qu'on fait une équipe tout de suite ou pas? Comment on décide de passer de l'idée à la start-up? Est-ce que Paul Adrien, tu peux venir nous présenter Zéro Gâchis, s'il te plaît? Merci pour vos encouragements. Je connais quelqu'un qui... Ça va. Merci Seb. C'est toi qui fais le maître du temps. Merci. Tout le monde m'entend là, c'est bon? Ouais, parfait. Non, c'est cool, c'est cool. Bon, ok. Donc bonjour à tous, je m'appelle Paul Adrien et j'ai co-créé Zéro Gâchis avec un ami et mon frère qui était étudiant ici à FBS. Zéro Gâchis qui vise à réduire le gaspillage alimentaire dans les grandes surfaces. Donc un constat qui n'est pas très rose, c'est qu'aujourd'hui tout le monde jette un peu de la nourriture à droite à gauche, mais il y a des gens qui crèvent de faim parce qu'ils ne peuvent pas l'acheter. On le voit avec un exemple très très simple, le gaspillage alimentaire avec le cycle de vie de 10 bananes. Ou pas. C'est toi qui fais? Ok, ça roule. Le cycle de vie de 10 bananes. Ok, donc ça c'est cool. Donc sur 10 bananes, il y en a déjà 3 qui étaient produites et qui ont été données à manger à des bêtes, tout simplement parce qu'elles n'étaient pas du bon calibre, que du coup les consommateurs n'allaient pas les acheter, donc que les grandes surfaces ne les ont pas achetées aux producteurs. Il y en a une autre qui est gâchée dans le champ, c'est-à-dire qu'elle a été, par exemple pour une banane, elle avait trop de taches, ce genre de choses-là, donc elle est laissée à l'abandon. Une autre qui est dans la grande distribution, qui a été touchée par 150 personnes qui n'en voulaient pas, du coup elle a été gaspillée également. Et enfin une dernière au niveau de la consommation, c'est-à-dire moi j'ai acheté ma banane mais j'ai laissé pourrir dans mon panier à fruits. Donc résultat, sur 10 bananes qui ont été produites, il n'y en a que 4 qui sont consommées par les hommes. Ça c'est un exemple qui est très très parlant et on se dit que c'est pas possible, on a de quoi nourrir tout le monde mais on n'arrive pas à bien gérer les ressources. Et donc on a décidé de se concentrer sur la grande distribution et de les aider à réduire le gaspillage alimentaire. Donc on va prendre un exemple assez concret avec Josette si ça passe. Ok, ça c'est Josette, donc c'est une grand-mère qui fait ses courses dans sa grande surface et qui de temps en temps trouve des produits qui sont à moins 50% parce qu'ils sont bientôt périmés. Alors levez la main ceux qui ont déjà vu ce type de démarque dans les grandes surfaces. Ok, c'est parfait. Je suis sûr qu'il y aurait beaucoup moins de personnes à lever la main si on vous disait maintenant où est-ce qu'il faut aller pour trouver ce type de produit. Parce que le problème il est là, c'est qu'il n'y a aucun moyen de savoir où les trouver. Pourtant il y a des consommateurs qui veulent acheter ce type de produit et il y a des grandes surfaces qui veulent les déstocker. On a décidé de créer un site internet pour provoquer la rencontre entre ces produits-là et les consommateurs qui voulaient les acheter à travers Zéro Gâchis. Donc c'est une plateforme, un site web qui permet aux consommateurs de lister tous les jours toutes les grandes surfaces qui sont autour de chez elles et donc du coup de trouver les produits qui sont en date courte. Je ne sais pas si ça va passer la vidéo, donc je vais avancer tout de suite. Ça bug un peu. Non, c'est pas grave. C'est cool, c'est cool. Ok. Donc voilà, le site internet, il suffit de se localiser, on voit toutes les grandes surfaces autour de chez soi, et puis on peut décider d'aller acheter un paquet de jambon Erta 4 tranches décoinées à moins 50% dans le Super U d'à côté, parce que ce produit-là allait être jeté. Et quand on crée une start-up, il y a un objectif, il y a 150 manières d'y arriver, et du coup l'idée c'est de lister toutes les hypothèses, et puis ensuite d'y aller une par une, et de vérifier qu'elles fonctionnent, ou en tout cas qu'elles ne fonctionnent pas. On a vu qu'avec le site internet, on est arrivé à réduire le gaspillage alimentaire dans les grandes surfaces partenaires. Et on a voulu aller un peu plus loin et on a installé des zones comme celle-ci, des zones Zéro Gâchis,
qui sont dans les rayons et qui permettent de mettre en avant ces produits-là et de donner du sens à l'achat des consommateurs. Avant, ce n'était pas du tout marqué de la même manière, c'était le coin des pauvres, marqué économie en jaune sur du rouge, ça ne donnait pas envie d'acheter. Et en fait, le combo fait qu'avec ça, plus le site internet, on arrive à diviser par 2 le gaspillage alimentaire dans les grandes surfaces partenaires. Il y en a même qui ont des taux d'écoulement de 90%, donc c'est hyper encourageant. On est très content, mais il y a encore beaucoup d'autres choses à faire. Évidemment, c'est un partenariat gagnant-gagnant entre les grandes surfaces et les consommateurs, puisque les consommateurs économisent sur des produits de la grande consommation, du poisson, des yaourts, du lait, entre moins 30 et moins 70%. Et la grande distribution à côté va pouvoir vendre des produits qu'elle jetait auparavant, sachant que quand une grande surface jette des produits, elle doit payer pour les jeter. Donc évidemment, c'est du gagnant-gagnant. On peut même en rajouter un troisième, les collectivités locales, parce que quand il y a 2 fois moins de gâchis, il y a besoin de venir chercher 2 fois moins les bennes d'ordures, et du coup, il y a 2 fois moins de déchets à traiter. On travaille aujourd'hui avec quelques grandes surfaces en Bretagne, près de Nantes et puis également près de Paris, de chez U, Leclerc, Intermarché et Carrefour. Ça avance. Là, on a beaucoup travaillé sur la partie logistique de zéro gâchis, c'est-à-dire comment récupérer le flux d'informations auprès des grandes surfaces. Au départ, l'envers du décor, c'est qu'on y allait tous les matins pendant 6 mois avec un papier et un crayon, on notait les codes barres, les quantités, les prix, les DLC, enfin tout. Et au final, on a réussi à développer des solutions. Et là, aujourd'hui, on arrive sur des choses qui sont beaucoup plus professionnelles, avec du matériel qu'ils utilisent, qui est rééthique, qui met en forme, enfin, le temps réel du stock est géré. Donc, on a passé beaucoup de temps là-dessus. Et maintenant, on attaque la partie commerciale. Donc, on risque d'être pas trop loin de chez vous dans pas trop longtemps. Quelques chiffres pour illustrer l'activité de Zéro Gâchis depuis le démarrage, c'est-à-dire en juin 2012. On a redistribué l'équivalent de 300 000 repas, ce qui est à peu près 150 tonnes. Et c'est une économie réalisée par les consommateurs de l'ordre de 900 000 €. Donc il y a moins de 10 magasins, on imagine que ça peut être avec 1000 ou avec 10 000 magasins. Ça peut avoir un impact qui est assez gros. Donc voilà, je vous remercie. Et puis, content si je peux répondre à toutes les questions. Même les coordonnées. Merci Paul-Adrien. Vous n'êtes pas obligé de les noter. Je vous rappelle que l'ensemble de la présentation est filmé et sera disponible pendant un certain temps sur le site web de West Web Conférence. Donc merci beaucoup Paul-Adrien. Donc au-delà de cette présentation générale, on a envie de se dire que de chemin parcouru en 1 an et quelques. Et comme on est sur le thème spécifique de l'idée, j'aimerais te demander, Paul-Adrien, comme chez le médecin, sur une échelle de 0 à 10, où est-ce que tu situerais l'état actuel de Zéro Gâchis par rapport à l'idée d'origine, celle qui était avant que tu décides vraiment de créer l'entreprise? 0, c'est pas du tout, et 10, c'est 100%. Tu veux dire que 0, est-ce que c'est la même chose? 0, on est tellement loin de ce qu'on avait l'intention de faire, et 100%, c'est exactement ce qu'on voulait faire depuis 0, le début. Voire même dans le négatif, parce que ça n'a absolument rien à voir. Une idée, elle change tout le temps. On a une chose en tête, on se dit que ça va fonctionner comme ça, et ça ne fonctionne absolument pas comme ça. Donc on a un plan A, et au final, on se dit qu'on a peut-être un plan B, on finit sur le plan C, ça n'a rien à voir avec ce qui était au départ. D'accord, juste rapidement pour voir si c'est quelque chose qui est partagé. Si chacun avait une note à donner très rapidement, Guillaume. 0 à 10 entre l'idée de départ de Région Job et ce que c'est devenu, on va dire, 5 ans après, peut-être pas 12 ans après. Là, j'imagine que la diversification aidant, on était loin, mais... Le concept est celui qu'on avait imaginé. Après, la façon d'y arriver et ce que ça donne est assez loin de ce qu'on imaginait. Mais l'idée était là, quoi. Arnaud Giraudon? Oui, en termes d'offres, on misait beaucoup sur 2 produits qu'on est en train d'abandonner actuellement. On a lancé 2 autres auxquels on pensait et on est en train de connaître un grand succès sur le 5e produit. D'accord. Si je devais donner une note, je dirais 1 ou 2 sur Edili, parce qu'au départ, c'était une application mobile de rencontres géolocalisées qu'on voulait faire, et avec un moyen de rémunération d'annonces commerçantes. Et aujourd'hui, on a gardé juste l'annonce commerçante dans notre application, donc plus du tout de rencontres. Merci. La moyenne, pour l'instant, tourne à 1 ou 2, non? Steven? Alors moi, je dirais que la note serait de 3, parce qu'on était obligé de faire évoluer en fait, le site en fonction de la concurrence, de l'environnement. Donc forcément, si on était resté identique à l'origine, on n'aurait pas été très loin. D'accord, merci. Charles? Alors moi, j'aurais tendance à dire que c'est plutôt 0 aussi, parce que quand je suis parti du Crédit Mutuel, j'étais pour créer un supermarché en ligne, et je finis dans l'immobilier, donc déjà, il y a une erreur de casting. Et deuxième chose, c'est que quand j'ai commencé dans l'immobilier, c'était pour faire du site web, et notre produit leader aujourd'hui, c'est du logiciel. Donc en fait, il faut savoir s'adapter en permanence à
à l'évolution du marché et aux idées des D'accord. autres. C'est très intéressant. Je ne sais pas si vous êtes représentatif, si c'est une caractéristique de toutes les startups qui se lancent, mais en tout cas, c'est une intuition qu'on a et c'est quelque chose qu'on entend assez souvent, c'est que finalement, ce qu'on fait et qui marche, enfin que ça marche ou que ça marche moins bien d'ailleurs, c'est quand même assez loin de l'idée de départ. Donc du coup, je continue, Paul-Adrien. L'idée, elle est née où? Elle est née comment? La genèse de tout ça, c'est quoi? Alors nous, c'était dans un startup week-end. C'est un week-end, on a 54 heures pour créer une entreprise à partir d'une idée. En tout cas, d'avoir les billes en main pour avancer. Ou je peux présenter rapidement ce que c'est? Oui, oui. Juste une question, un sondage là, dans la salle. Qui a déjà participé à un startup week-end? Ok. Qui a envie? Non, je vais laisser Paul-Adrien présenter ce que c'est, et puis après je demanderai qui a envie. En gros, c'est un week-end sur 54 heures. On arrive le vendredi soir, on est 70-80. Et il y a à peu près une trentaine de personnes qui présentent une idée. Donc en 1 minute, ça s'appelle le pitch fire. On a 1 minute, pas plus que ça. Et derrière, tout le monde va voter pour les idées qu'il préfère. Donc on a 3 post-it, on met sur la fiche qu'on veut. On retient à peu près 8-10 idées. Et à partir de là, on crée des équipes mixtes avec des designers, des développeurs et plus des marketeurs. Et tout le week-end, on travaille, on dort sur des chaises, on ne dort pas. Et puis, on a des conférences, on a des mentors qui viennent nous poser des questions, nous challenger sur un peu ce qu'on est en train de créer. Et à la fin, on présente ça devant un jury. Et le jury décide s'il y a quel gagnant. Voilà. C'est passionnant. Qui a envie d'y aller 54 heures dans un week-end pour faire émerger l'idée d'une start-up? Il y en a déjà beaucoup plus, merci beaucoup. Juste une anecdote, j'avais la chance d'être membre du jury de ce Startup Weekend-là. Je ne sais pas si Paul-Adrien s'en souvient. Si. Voilà, et donc, et Sébastien n'était pas loin non plus, Sébastien Corfec, et qui devait être mentor ou quelque chose comme ça. Et c'est vrai que ça se passe dans la belle ville de Lannion, d'ailleurs. Mais je crois qu'il y avait aussi le président de Produits en Bretagne qui était là ce jour-là. Ouais, Jacques Bernard, ouais, c'est vrai que beaucoup de faits autour du berceau. Et c'est vrai que quand il s'agit de voter pour élire le plus beau projet, ça fait l'unanimité de loin, ce projet-là, très, très enthousiasmant, et ça fait plaisir de voir une concrétisation aujourd'hui. Voilà. Qui a envie de participer à un Startup Weekend maintenant? Toujours un peu plus, merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on fait du scepticisme ambiant? C'est quelque chose qui m'a frappé aussi souvent. Et d'ailleurs, c'est peut-être alimenté par le fait que quelques années après, on se rend compte qu'on ne fait pas exactement ce qu'on avait prévu de faire. Il y a quand même beaucoup de gens qui sont très négatifs autour de ça. Le start-upper aujourd'hui, c'est un peu le héros, celui qui crée, celui qui ose, mais globalement, il doit passer plein de difficultés, dont le regard parfois morose de ses proches. Comment est-ce qu'on surmonte ça, Paul-Adrien? Alors, il y a les gens qu'on écoute et les gens qu'on n'écoute pas. Donc moi, j'écoute pas tous ceux qui me disent c'est pas bien, t'es un taré de te lancer dans la grande distrie, ce genre de choses-là. Par contre, j'écoute beaucoup nos clients qui nous disent non, ça fonctionne pas, ça oui, ça non. Donc il faut faire attention aux gens avec qui on écoute. Emilien, sur ce même sujet, le scepticisme, oui, non? Oui, on se pose sans arrêt des questions et on a toujours des proches. Après, on est jeune et on n'a pas encore trop d'engagement, on n'a pas une maison à payer, on n'est pas marié ou des choses comme ça. Donc, moi, je vois ça comme une opportunité à la sortie de l'école de me lancer dans la création d'entreprise, quoi. Alors pour ceux qui avaient une maison à payer, comment on surmonte ça? Parce que notamment, il y a des projets qui sont nés après quand même une grosse expérience entrepreneuriale, et dans des grands groupes notamment, je pense à Acomassure, ça n'est pas comme ça d'une idée qui vient d'un Startup Weekend, ou si quand même? En ce qui me concerne, c'est un peu particulier. J'ai eu la chance au Crédit Mutuel de créer une entreprise, donc Symphonis, qui est devenue Fortuneo, avec le soutien d'un actionnaire très important. Donc là je repars sur Acomassure, mais avec un gros actionnaire institutionnel majoritaire. C'est quelque chose qui se développe pas mal dans la Silicon Valley aujourd'hui en matière de financement, sur ce qu'on appelle du corporate venture. Donc c'est pas du financement par des VC, des capital risqueurs habituels, mais des industriels qui s'associent, et ça peut permettre de lever des fonds significatifs pour des gros projets, mais c'est vrai que c'est plutôt réservé à des gens qui ont déjà pu faire leurs preuves sur d'autres projets similaires. D'accord, merci. Est-ce qu'il y aurait des questions dans la salle à ce sujet-là, avant qu'on passe au sujet suivant? N'hésitez pas, hein. On a le temps. Hein. Oui, il y a une question. Alors merci pour l'information. Un Startup Weekend en préparation pour janvier 2014 à Brest. Où à Brest exactement? À l'ISEN, voilà. l'ISEN. Merci beaucoup de cette précision. Sujet suivant. On va parler maintenant du prototype. Alors, on est dans le cadre d'une start-up technologique. Il lui faut un prototype. Et donc, Emilien va venir nous présenter son entreprise, Idili. Donc c'est une présentation générale d'Idili, et puis après on va faire un zoom plus précis sur le prototypage. Donc bonjour à tous.
Donc moi, oui, c'est Emilien. J'ai fondé la société Idili avec 2 associés qui sont David Marc et Kevin Régnier, qui sont ici au premier rang. Donc en fait, Idili, c'est un projet qui fait partie de l'incubateur Produit en Bretagne. C'était un produit étudiant au départ et un projet étudiant au départ qui s'est transformé donc en entreprise. Ça fait maintenant 1 an qu'on travaille à l'incubateur Produit en Bretagne. Donc Idili, qu'est-ce que c'est? C'est une application mobile brestoise de bons plans géolocalisés qui va vous permettre en fait de trouver et de bénéficier de réductions exclusives dans les commerces brestois proches de vous. Donc l'application est disponible gratuitement depuis maintenant 1 semaine sur iPhone et sera très prochainement disponible sur Google Play. Alors pourquoi on s'est lancé dans ce projet et dans ce service Idili? On est parti d'un constat en fait qu'aujourd'hui il y a de plus en plus de possesseurs de smartphones. Aujourd'hui il y a 24 millions de possesseurs de smartphones en France. Et que ces personnes utilisaient leur téléphone en situation de mobilité, dans le bus, dans le train, dans le métro, en ville. Et en plus d'être en mobilité, ils faisaient des recherches locales. Je recherche un restaurant indien à Brest, par exemple. Donc des recherches précises. Donc on a ça d'un côté, et de l'autre côté, on a des commerçants, donc les commerces de proximité, qui souffrent souvent de la concurrence du e-commerce. Et donc, si on prend une ville comme celle de Brest, il y a beaucoup de commerçants qui ont souffert pendant les travaux du tramway. Et aujourd'hui, il s'agit en fait de redynamiser le centre-ville et de créer du trafic en magasin, maintenant que le tramway est opérationnel. Donc la mission qu'on s'est donnée et la question qu'on s'est posée avec mes associés, c'est comment dynamiser le commerce de proximité brestois grâce à un support technologique et donc une application mobile. Donc la mission aujourd'hui qu'on s'est fixée avec Idili, c'est de développer le chiffre d'affaires des commerçants de proximité à travers 3 axes, c'est-à-dire développer leurs ventes, fidéliser leur clientèle et améliorer durablement leur visibilité en local. Concrètement, si vous êtes un utilisateur, comment ça se passe? Une fois que vous avez téléchargé l'application et que vous vous êtes inscrit, vous allez avoir une liste de bons plans qui apparaît de plus proche au plus éloigné. Vous allez pouvoir filtrer ces bons plans en fonction de vos affinités. Si vous êtes à la recherche de vêtements, vous allez utiliser le filtre habillement. Une fois que vous avez trouvé le bon plan qui correspond à vos attentes, rien de plus simple, vous vous rendez en magasin comme d'habitude. Vous présentez en fait l'offre au commerçant et vous allez scanner un QR code on a équipé nos commerçants d'une carte de validation. Donc vous allez scanner un QR code pour profiter de cette réduction et par la même occasion cumuler des points. En fait, on va récompenser chacun des achats que vous allez effectuer dans l'application mobile Idili parce que vous avez contribué à développer le commerce local. Donc nous, ça nous tient à cœur que vous le fassiez et c'est pour ça. Le principe est simple en fait. Grâce à ces points, vous allez pouvoir jouer et gagner des cadeaux grâce à vos points. Donc vous faites des économies dans un sens et on vous récompense parce que vous avez contribué à l'économie locale. Donc maintenant qu'on a vu le point de vue utilisateur, parlons du point de vue commerçant. Je ne sais pas s'il y a des commerçants dans la salle aujourd'hui. Idili vous propose en fait de référencer votre commerce gratuitement. Donc vous allez pouvoir vous inscrire. On a fait un service en fait sur lequel le commerçant peut être autonome. On a levé toutes les barrières. Donc il peut s'inscrire gratuitement et référencer son ou ses points de vente, y inscrire leurs coordonnées et donc donner une visibilité aux points de vente en local. Car nombreux sont encore les petits commerçants qui n'ont pas de site web ou même d'application mobile. Une fois que vous avez référencé vos points de vente, vous allez pouvoir créer des campagnes de bons plans, donc des réductions qui vont amener le client en magasin avec un produit en tête et donc créer du trafic sur votre point de vente pour ensuite dégager du chiffre d'affaires. On est conscient que de nombreux commerçants ne sont pas encore très sensibles aux nouvelles technologies et ont besoin d'accompagnement. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on propose avec nos commerciaux de faire des rencontres régulières avec le commerçant pour mettre en place des campagnes efficaces et pertinentes. Vous allez pouvoir aussi donc fidéliser vos clients, comme je le disais tout à l'heure avec le système de points. Donc les clients sont récompensés de venir consommer chez vous. Et en plus de ça, ils vont pouvoir s'abonner à vos points de vente. Donc en tant que commerçant, en fait, vous allez pouvoir gérer une liste d'abonnés. Et ces abonnés, en fait, vont recevoir une notification push dès lors que vous allez poster une réduction. Donc ils sont privilégiés et sont informés en priorité des nouvelles offres. Vous allez pouvoir suivre l'efficacité de vos campagnes grâce à des statistiques pour, toujours dans cette idée de laisser quand même le commerçant autonome, de mesurer l'impact des campagnes que vous avez mises en place précédemment pour améliorer les campagnes futures. Et le dernier point, celui qui nous tient le plus à cœur, c'est que vous allez payer le service Idili uniquement pour les ventes que vous allez dégager. C'est-à-dire qu'on est dans une relation gagnant-gagnant avec le commerçant. Si vous mettez en ligne une offre et que celle-ci malheureusement fait un flop parce que personne ne se prend dans votre point de vente, on ne vous réclamera rien. Idili applique en fait une commission fixe uniquement sur le chiffre d'affaires que vous allez dégager.
Donc en fait, ce système de rémunération à la performance nous permet de fédérer un maximum de commerçants sous la bannière Edili. Et on leur donne l'arme, en fait, la possibilité d'utiliser des nouvelles technologies, donc l'application mobile, qui était jusqu'alors réservée qu'aux grosses entreprises, en fait. Voilà, merci beaucoup pour cette présentation et votre attention. Et n'hésitez pas à nous suivre et à nous contacter via les réseaux sociaux ou même cette adresse mail. Merci. Merci beaucoup, Émilien. Donc effectivement, on comprend mieux ce que fait Edili. Alors là, on va parler de prototype. Manifestement, de ce que j'ai vu à l'écran, on a déjà un prototype en place. Voilà, on a une application mobile qui vient de sortir donc, il y a une semaine. Donc on a déjà des commerçants partenaires et vous pouvez d'ores et déjà bénéficier de réductions. Donc l'application est normalement stable sur iPhone. D'accord. Combien de temps pour développer cette application? Alors on pensait sortir ça avant l'été. On a mis 1 an au total à bien définir. À partir du moment où on a intégré l'incubateur produit en Bretagne, on a reposé toutes les bases de notre projet. On a refait toute l'étude de marché parce qu'il fallait qu'on contacte un banquier pour avoir de l'argent. Et le banquier, pour le convaincre, il fallait une étude de marché solide. Donc ça a mis vraiment 1 an entre le temps de bien savoir ce qu'on voulait faire, comment on allait se rémunérer, tirer les grands traits en fait, de notre projet et convaincre les personnes, faire du recrutement technique, etc. D'accord. Donc déjà du recrutement avant ou après avoir créé la société? Alors la première des choses, David et moi au départ, on sortait de l'école, on avait un profil plutôt commercial et marketing. La première des choses pour nous, ça a été d'intégrer des compétences techniques en fait, au sein de l'entreprise. Parce que voilà, faire une application mobile et un site web sans savoir développer, c'est impossible. Donc on a associé Kevin au projet. Donc la première des choses, c'était voilà, d'avoir une équipe solide et qui maîtrisait l'ensemble du projet. Ensuite, on a fait appel à un freelance en fait, pour l'application iOS, donc celle d'iPhone en fait. Un freelance qui est venu au bureau et qui a travaillé pendant tout l'été sans s'arrêter en fait. Donc il a eu une certaine flexibilité par rapport au cahier des charges qu'on lui a donné, c'est l'avantage que ça peut procurer en fait. Et pour la version Android, donc on a fait appel à un prestataire local qui est Bookbeo, si certains d'entre vous connaissent, situé au Fou. Et donc ce prestataire local, l'avantage pour nous c'était d'avoir un échange régulier avec eux, la proximité en fait. Donc voilà à peu près toutes les étapes par lesquelles on est passé. Donc le prototype c'était un préalable indispensable de toute façon. Absolument. Il fallait d'abord une étude de marché pour obtenir des sous, mais un prototype pour démontrer la viabilité du projet. Et donc ça c'est encore un peu récent, et aujourd'hui il y a déjà des partenaires. Voilà, parce que les commerçants c'est difficile de les convaincre juste sur l'idée. Il faut leur donner du concret, donc venir avec le téléphone et le prototype à leur présenter pour les séduire en fait. D'accord. Guillaume Samblas, c'était comment il y a 12, 13, 14 ans maintenant au démarrage? C'était pareil, il fallait aussi un prototype, c'était obligatoire, c'était très en amont du projet, ça marchait comment? Nous, à l'époque, on avait fait ça par une web agency qui n'existe plus, qui nous avait développé notre petit site WestJob à l'époque. Ça ne devait pas tenir sur un gros serveur. Mais on était aussi parti avec un prototype. On savait bien ce qu'on voulait. Par contre, il y avait 3-4 fonctionnalités qui doivent toujours exister d'ailleurs aujourd'hui. Mais en tout cas, les bases étaient là. Et je pense que sur le principe, il n'y a pas grand-chose qui a changé sur les grandes lignes de ce qu'on a conçu il y a 13 ans ou 14 ans. D'accord. Voilà. Moi, j'avais une question. C'était... En fait, tu parlais beaucoup de Brest. Est-ce que ton système est extrapolable à d'autres régions ou est-ce que c'est une volonté d'être Brest même? Enfin, on a fait le choix de se développer à Brest parce que c'est une ville qu'on connaît et qui a une dimension humaine, j'ai envie de dire. Donc, il était plus facile pour nous de recruter des commerçants. Et notre stratégie en global est de se développer en local, c'est-à-dire ville par ville, de manière à avoir des offres denses et variées. Un roulement en fait entre les offres qu'on va proposer aux utilisateurs parce que aujourd'hui des services de couponing ça existe et malheureusement on va retrouver les mêmes bons plans dans les villes et c'est toujours la même chose. Donc nous on veut vraiment créer un roulement dans les offres et varier donc pour qu'il y en ait pour tous les goûts en fait. Donc Brest oui dans un premier temps et pourquoi pas Rennes ensuite et éventuellement la ville de Nantes. C'est la même plateforme enfin qui fera. Ce sera le même service. Absolument. C'est exportable sur toutes les villes. Dans le cas de Paul Adrien, même question finalement. Le choix là, l'intention elle est nationale, mais après le déploiement forcément il passe par le nombre d'accords établis avec la grande distribution.
Oui, effectivement, c'est le démarrage, c'est comme j'expliquais tout à l'heure, c'est que nous on le faisait à la main, donc on avait besoin d'un site pour présenter un peu les informations et pour le vendre à la grande distribution. Donc on a fait en 15 jours, en fait, c'était un truc rapide et moche. Et c'était juste, l'idée c'est un MVP, ça s'appelle, c'est un Minimum Viable Product, c'est le site le plus basique pour valider en fait ce qu'on avait en tête. Et donc on a créé un site, après on y allait à la main, et puis au final on avance, on développe, et puis on rajoute les fonctionnalités, on teste, si ça ne fonctionne pas, on revient. Mais c'est toujours dans l'idée de prototyper au maximum. D'accord. Charles Kabélik, en 2004 ? Alors nous, on a démarré par Brest, parce que mon premier réseau d'agences immobilières, c'était Cabinet Kerjan qui est à Morlaix, qui m'a fait confiance sur un prototype, alors sur une idée plutôt qu'autre chose, autour de l'Internet immobilier. Et en faisant ça, j'ai trouvé un deuxième acteur local, un troisième acteur local, puis je me suis aventuré à Paris en 2006, je me suis dit, allez, je vais aller voir une agence parisienne, voir comment ça fonctionne. Puis j'ai semé progressivement et c'est parti. Et l'avantage d'être à Brest, je voudrais zoomer là-dessus, c'est qu'on n'est pas visible, on est peu visible. Et aujourd'hui, dans l'immobilier, on a la chance d'être devenu un des acteurs principaux français. Et le numéro 2 ne nous a jamais vu arriver. Il nous a jamais vu arriver parce qu'on venait de l'Ouest et que personne ne regarde à l'Ouest. Les gens regardent à Paris, extrêmement centrés. Puis un beau jour, ils se sont réveillés, ils se sont dit, punaise, il y a un acteur qui est gros, qui est en train d'arriver, qui vient de prendre 3 réseaux, puis un 4e, puis un 5e, et boum, c'est trop tard. Donc je pense que le fait d'expérimenter à Brest et le fait de se baser à Brest pour démarrer, c'est un vrai atout pour moi. Merci. C'est vrai que c'est surprenant dans un monde où la communication a pris une telle importance. Expliquer comme avantage d'être à Brest, c'est qu'on ne nous voit pas. C'est quand même assez fort. Merci pour ce témoignage. Arnaud Giraudon, pareil, sur la partie prototypage, c'est une phase qui est plutôt longue. Et puis peut-être qu'on va zoomer plus spécifiquement sur le choix de le faire en interne. Et si ce n'est pas en interne, est-ce que c'est plutôt freelance, comme on vient de l'avoir avec Émilien? Est-ce que c'est une agence? Quels ont été les choix? Et puis qu'est-ce qui a décidé de ces choix-là? Est-ce que c'est la masse d'argent disponible? Est-ce que c'est l'équipe à réunir? Est-ce que ce genre de choses? Les projets que j'ai pu conduire étaient projets ambitieux, donc ils se chiffraient régulièrement plusieurs millions d'euros. Donc on n'est pas passé par la case prototype, on est passé directement à la case mise en œuvre. Donc d'accord, donc on va changer de sujet alors. Sur la matière. En revanche, non. Et de même, dès lors qu'on vise haut, il faut commencer. Moi, je suis partisan de faire beaucoup de choses soi-même, parce qu'on va faire des erreurs inévitablement, mais c'est la somme des leçons qu'on tirera de ces erreurs qui va créer la compétence et qui permettra d'aller loin. Je voudrais rajouter une chose, c'est qu'on a une chance, c'est que dans le web, ça coûte souvent moins cher d'essayer de faire et de refaire que de se poser 36 000 fois la question si c'est opportun de faire. Parce que souvent, quand on crée une start-up, on n'a pas la réponse aux questions avant. Moi, je prends un exemple, c'est Google. Google avait une stratégie qui était simple. Quand tu as 2 personnes qui ne sont pas d'accord, on fait les 2 projets, on teste sur un panel des 2 côtés et on coupe la branche qui ne marche pas. Et je pense que quand on est jeune, qu'on a des ressources pas chères, parce que souvent on est entre copains, on a des stagiaires, on a des gens qui ont de l'énergie, qui ne sont pas en train de se mobiliser par les 35 heures, mais plutôt par le fait de réussir à faire un projet réussi, la chance qu'on a, c'est de pouvoir essayer et de défaire et de remettre en cause. Par contre, il faut savoir défaire vite et surtout pas ne laisser traîner les choses, quoi. Merci pour ces voyages. C'est quand même intéressant dans ce contexte. Comment expliquer, il y a plusieurs d'entre vous qui ont travaillé dans la banque, de très près, comment expliquer ce que nous a dit tout à l'heure Émilien, c'est-à-dire que d'abord une étude de marché avant qu'on prête de l'argent. Puisque l'étude de marché, quelque part, on l'aura par le fait d'avoir commencé à expérimenter et d'être déjà. Comment on articule cette tension entre la banque qui a besoin de garantie et puis l'entrepreneur qui a besoin d'avancer en mode entrepreneur? Moi, j'ai envie de dire que dans le mode start-up, c'est rare que les banques se positionnent. Pour moi, il ne faut pas espérer des banques des financements en mode start-up ou très peu. Alors Ronan, il n'est pas là, je ne veux pas gâcher sa journée, mais pour moi, ce n'est pas le rôle d'une banque d'aller en early stage financer une start-up parce que le risque est élevé et un banquier finance plutôt un développement quand un modèle est défini et un peu stable plutôt que le démarrage. Sauf si les financements sont faibles. Et moi, je déconseillerais fortement, je suis désolé, de s'appuyer à une banque parce que souvent, ils vont demander une garantie personnelle et le risque quand même globalement sur des start-up, t'as connu ça, hein, avec une caution sur ton dos, entre guillemets, le risque globalement quand même de faire appel à des fonds bancaires, c'est que derrière, un beau jour, on se pose la question d'arrêter. Et si on n'a plus les droits d'arrêter parce qu'on joue sa tête à chaque matinée où on se lève, c'est gênant. Alors qu'à l'inverse, il y a tout un système de fonds de financement de gens qui sont prêts à faire du early stage qui existe.
Il n'y a pas de fonds bretons pour l'instant, mais il y a des fonds nationaux, des fonds régionaux aussi, partout en France, et qui sont prêts à mettre de l'argent pour aider des gens qui démarrent. C'est intéressant parce qu'effectivement, l'objet de cette conférence n'étant pas d'aborder les aspects financiers plus que ça, ce point-là méritait d'être fait à ce moment-là, et ce sera abordé plus tard dans la journée de toute façon et en profondeur. On va maintenant passer à un stade qu'on a appelé les difficultés. Et donc des difficultés, tout le monde en rencontre, mais parfois ça peut aller plus loin. Et donc on voudra voir le témoignage plus précisément de Steven Friand, qui il y a quelques années a lancé le concept achat dans ma ville. Bonjour. Bon, je précise tout de suite que je n'ai pas connu que des difficultés, bien entendu. On va dire qu'elles sont arrivées surtout à la fin. Donc, achat dans ma ville, en fait, c'est né en mars 2009. Le but, c'était un petit peu de, pas de dupliquer, mais ce qui était le venteprivée.com sur le net, du moins, de dupliquer sur les commerces, on va dire, de proximité. Donc on a voulu débuter sur la ville de Brest, puisqu'évidemment j'étais de Brest, pour limiter les coûts, et sachant que Brest est une ville extrêmement difficile au niveau économique. Oui. Et avant qu'un commerçant débourse 100 € à Brest, il faut se lever de bonne heure, donc c'est pour ça que j'ai commencé sur Brest. Voilà, donc on l'a lancé en mars 2009, très simple. Un commerçant, il mettait pendant une durée extrêmement limitée une promotion, 20% ou moins 30%. Et les internautes, en fait, imprimaient ce bon et allaient directement chez le commerçant. Donc on a eu la chance d'avoir une demi-page sur le Telegram pour commencer. Et forcément, ça a très bien débuté. Voilà, on est arrivé à des chiffres... on était quasiment à 10 000 internautes à la fin, donc 2 ans après. Et pour 41 000 visiteurs uniques. Voilà. Fort du succès, entre guillemets, sur Brest, on a voulu le dupliquer à Paris. Pourquoi Paris? Parce que pour se développer après de façon industrielle, ben forcément Paris, c'est la ville rêvée. Et c'est la ville rêvée aussi pour réussir à atteindre soit les business angels ou du moins les VC. Donc sur Brest, on avait eu déjà des contacts avec 2 fonds régionaux. Avec lesquels on était en discussion pendant quasiment 2 ans. Hein, et par la suite, quand on est arrivé sur Paris, on a eu un article sur le journal du net, ce qui a déclenché beaucoup de sollicitations de la part de fonds, tels que notamment Sophie Nova et le groupe Zanier. Et ce groupe Zanier, en fait, nous a fait une proposition intéressante, pour lequel moi je m'étais entouré d'une personne très connue du web, parce que forcément j'y connaissais pas grand-chose, et cette personne m'a convaincu de mettre quelques clauses, et du coup ça n'a jamais abouti. Voilà. À côté de ça, il y a eu l'environnement qui a fortement changé, avec notamment l'apparition de tout ce qui est Groupon, Living Social, et qui ont complètement changé la donne, parce qu'eux, en fait, ils matraquaient avec des réductions de 50%, et auxquelles moi, j'y croyais pas beaucoup, parce que quand je voyais les remises qui étaient prêts à donner, enfin, du moins à proposer les commerçants brestois, je voyais mal des moins 50 à Tire-Larigot. Donc voilà, donc j'ai un petit peu regardé le train passer et pour après analyser comme quoi il y avait peut-être quelque chose à faire. Donc du coup, nous, on a modifié un petit peu le site. J'y arrive. Voilà, nous, en gros, au départ, c'était ce qui était à gauche, donc l'enseigne et la promo en face. Et ensuite, on a fait également sur le même site du Groupon, c'est-à-dire que vous pouviez acheter par exemple une télé qui n'était pas forcément à moins 50, mais à moins 30. Mais toujours avec des commerçants locaux. Là, par exemple, c'était le Leclerc de Gouesnou. Donc voilà. Et puis après, on a nous switché sur un univers que je trouve encore pertinent aujourd'hui. En fait, là, on a inversé. On se disait que
ce sont les internautes qui allaient choisir les enseignes et donc les promotions qu'ils souhaitaient. Et à partir d'un certain seuil, par exemple 500 internautes qui veulent du moins 20% chez Sephora, nous, on allait voir cette enseigne-là en lui disant, mais écoutez, on a 500 internautes qui veulent une promo à Brest dans votre magasin, est-ce que vous les voulez ou pas? Et forcément, s'ils ne les voulaient pas, on allait chez le concurrent proposer ces contacts-là. Voilà. Et le but, bien évidemment, c'était de faire le maximum de chiffre d'affaires pour réussir à obtenir enfin une levée de fonds. Et à force de courir après le chiffre d'affaires, donc en fait, les fonds voulaient absolument qu'on fasse au minimum 50 000 € de chiffre d'affaires mensuel. Donc là, forcément, j'avais le choix, soit à recruter des commerciaux, avec le risque que j'encourais, parce que sur ce projet-là, je suis parti de 2 000 € et je n'ai pas mis un seul euro par la suite de ma poche. Donc voilà, là, j'allais prendre des risques que j'estimais considérables. L'environnement économique, en plus, s'est détérioré d'un coup. C'était en 2011, la crise qui arrive. Donc voilà, j'ai arrêté le projet, sachant qu'en plus, il y avait un stagiaire qui m'avait un petit peu embêté. Bref, qui m'avait envoyé au prud'homme et entre autres, bref. Donc, en fait, le projet, le concept s'est arrêté à ce moment-là. Mais entre-temps, pour lancer les nouveaux univers, en fait, j'avais essayé de mettre en place un support de communication pour en fait faire pour la communication sur Brest. Et donc, on a réussi en fait à mettre en place ce que vous voyez à gauche, à base d'une trottinette électrique. Donc, c'était de la communication éco-responsable. Et vu le succès que ça a rencontré sur Brest, je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire. Et du coup, je suis parti sur cette aventure-là, avec forcément une autre société. Et je dois dire qu'aujourd'hui, ça se passe très très bien. Alors, merci beaucoup, Steven, de s'être frotté à cet exercice. Alors, pourquoi on a voulu faire un zoom sur les difficultés? C'est absolument pas pour désigner du doigt celui qui aurait connu des difficultés et puis pour lui en tenir grief. Bien au contraire, on entend chez la plupart des entrepreneurs des histoires sur des difficultés qui ont failli emporter la société, qui parfois l'ont effectivement emporté. Et à chaque fois, on a clairement le sentiment que c'est ça qui a été fondateur. C'est pas juste une péripétie, ça a été vraiment fondateur de la suite et que parmi les clés de succès, il y a notamment les difficultés, pour ne pas dire parfois les échecs. Et donc on s'est dit que tout le monde avait forcément son lot à raconter sur le sujet. Là, en l'occurrence, c'était quelque chose qui a mené à l'arrêt du projet. Mais je pense qu'ici, tout le monde peut avoir un mot à dire. On commence par Charles Kabilik, par exemple, qui s'est lancé sur le mode pareil entrepreneur sur des projets peut-être visionnaires, peut-être avant l'époque où c'était peut-être compliqué. Donc, est-ce que votre témoignage peut être apporté? Moi, ce que je peux dire simplement, c'est que quand j'ai voulu me lancer à mon compte, depuis tout petit, j'ai voulu faire des jeux d'abord, ça s'est bien passé, puis après, il y a eu des gros qui sont arrivés. Le monde du jeu a complètement changé. J'avais 16 ans à l'époque, donc ça date un peu. Après, mes parents ont voulu que je fasse des études, donc je me suis rentré bien sagement dans l'univers ingénieur, etc. Et puis un jour, j'ai voulu recréer. Et je me suis dit, je vais créer un Oura à Brest. Ça s'appelait Buffet Gourmand. J'ai commencé à tenter l'aventure. On a développé nous-mêmes, la nuit, le jour, le week-end, etc. Et ça a eu énormément de mal à marcher. Pourquoi? Parce que on s'est heurté très vite à des problèmes économiques, de taille, d'échelle. Puis je voyais bien que le jour où j'allais sortir le petit doigt, que ça allait commencer à marcher, j'étais à l'époque avec un Leclerc de la région Bretagne qui était derrière, et je sentais bien que dès que ça allait commencer à marcher, j'allais me faire aspirer mais directement par les gens, les acteurs de la place qui allaient forcément tirer l'opportunité. Et donc j'ai décidé d'arrêter. Alors c'est toujours ultra douloureux d'arrêter un projet, surtout quand il sort un peu d'argent, on se dit il va en sortir un peu plus un jour, mais il faut savoir réussir à arrêter. C'est comme en bourse. Moi j'étais en 99, je jouais un peu d'argent en bourse, et il y a eu la crise de 2000. J'ai à peu près perdu tout ce que je voulais. Et le problème, c'est que chaque jour, je me disais, je vais attendre demain, parce que demain, ça va être un peu mieux qu'aujourd'hui. Et alors ça, acheter en bourse, c'est facile. Et c'est pareil, créer sa start-up, c'est facile, finalement. Globalement, on a l'idée, on est tous motivés, on a tous la niaque. Mais savoir dire à la fin, là, maintenant, c'est le moment, il faut stopper, et ça ira pas mieux. Et puis, il y a peut-être d'autres idées, parce que ce que tu disais tout à l'heure,
je pense que c'est super intéressant, c'est qu'il y a d'autres idées qu'on peut tirer de la première idée et des rencontres que l'on fait à cette occasion-là qui peuvent déclencher une deuxième idée. Et c'est comme ça que j'ai créé AC3. Et AC3, aujourd'hui, il y a 80 personnes qui travaillent, donc ça commence à faire un peu de monde. D'accord, merci. Guillaume Sambla, est-ce que l'histoire de Région Job vue d'aujourd'hui, c'est une cascade de succès? Est-ce que ça a été comme ça tout le temps depuis le début? C'est exactement comme ça, une cascade de succès ininterrompue. Bon, on va passer à quelqu'un Non, d'autre. mais blague à part, on a tous connu des grosses difficultés et on en connaîtra tous. Ça, s'il y avait une chose dont on peut être sûr, c'est que l'avenir n'a rien de certain. Nous, pour la petite anecdote, en 2001, on était à peine, on démarrait à peine, ou même 2000, je crois, je ne sais plus bien. Et en fait, on a failli s'arrêter à cause de notre fournisseur. Donc, pour parler de difficultés, c'était pas directement notre faute, mais c'était notre fournisseur, notre hébergeur, qui lui a fermé. Et nos serveurs étaient physiquement chez lui. Et quand il a fermé, quand il a déposé le bilan, on a, par la même occasion, par ricochet, on a disparu du web instantanément. Donc on allait chercher directement, physiquement, nos serveurs. On en reparlait tout à l'heure, je peux écrire. On allait chercher physiquement nos serveurs qui étaient à Vannes à l'époque pour les amener à Paris en voiture dans la nuit, je m'en souviens, et pour les rebrancher pour que ça reparte. Mais tout ça pour dire que voilà, les péripéties, il y en a eu quelques-unes. Et heureusement, elle ne nous a pas été fatale, mais on voyait déjà nos petits concurrents qui se frottaient les mains en se disant allez, un de moins, et finalement non, on est reparti, quoi. Mais voilà, quelques anecdotes, et les difficultés, il y en aura d'autres, notamment la conjoncture, qui est une difficulté évidemment, mais c'est là, tout le monde a la même. Alors des difficultés, tout le monde en a connu. Ce qui est intéressant, c'est les leçons de ces difficultés. Est-ce que Arnaud Giraudon a des choses à nous dire là-dessus? Avec une méthode. Oui, une méthode, je ne sais pas, mais des difficultés, effectivement, j'en ai vu à l'époque. Je me souviens de Symphonis, on lançait ça. Ça ne faisait pas du tout le business plan. Au bout de 2 ans et demi, il y avait des collègues dans les couloirs en Crédit Mutuel. Ils disaient bon, ça va être bon, c'est plié, etc. Et puis, on était parti sur la bourse en ligne en 2000. Je ne sais pas si on s'est lancé en septembre 2000. Il y a un truc qui s'est passé en 2011. Je ne sais pas si vous vous situez. Donc, le bon moment. Les Français ont la malheureuse idée d'investir en bourse quand ça monte et d'arrêter quand ça baisse. Donc, on s'est retrouvé à se creuser le cerveau. Donc, et on est parti sur l'assurance vie. Ça a mis un peu de temps et puis ça s'est très très bien passé après. Et c'est le premier vendeur d'assurance vie aujourd'hui. Donc finalement, on a fait de cette menace-là une opportunité. Donc ça, c'est effectivement pas se décourager, mais aussi rester lucide. C'est intéressant le témoignage de Charles tout à l'heure. Voilà, à un moment, on est sur un marché, il faut savoir reconnaître un business model qui est là ou qui n'est pas là, quoi. Donc la frontière est souvent ténue finalement entre la persévérance et l'entêtement, quoi. Donc il faut éviter de basculer de l'un vers l'autre. D'accord. Parce que plus précisément, il faut savoir. Donc ça, c'est une intention. On la partage tous. Mais techniquement, comment ça se passe? Quels sont les déclencheurs? Qu'est-ce qui nous permet de savoir qu'on part dans la mauvaise direction ou qu'au contraire, on est sur les... Moi, je suis très, très soucieux de tout ce qui est mesure. Du test and learn, disent les Anglais. J'essaye, je mesure. J'essaye, j'apprends, je mesure et je rétroagis. Donc, notamment en termes d'acquisition marketing, il faut savoir tout mesurer, tout dans tous les sens. C'est ma vision des choses. Et quand ça marche, vous amplifiez le mouvement. Et quand ça ne marche pas, vous arrêtez. Voilà, c'est aussi simple que ça. Une question... Merci. Une question dans la salle? Ou deux? Si on a l'autorisation du maître du temps. Voilà. Ah oui, excellente remarque. La question au public. Qui a déjà raté une start-up dans la salle? Il y en a. Mais ils sont là. Alors, aux États-Unis, vous avez des super patrons potentiels parce que ce que je constate moi de mes différents voyages outre-Atlantique, c'est que en France, on considère que quelqu'un qui a raté une start-up ou qui a raté une entreprise, c'est un échec. Aux États-Unis, c'est une expérience. Et moi, je suis convaincu de ça, c'est que on peut être serial créateur et avoir des choses qui marchent, d'autres qui ne marchent pas. D'ailleurs, c'est super rare d'avoir des choses qui marchent plusieurs fois. Et je pense que l'expérience, ça permet aussi vraiment de réussir des choses. Moi, sur Buffet Gourmand, ma première expérience, j'ai fait des erreurs stratégiques, peut-être des erreurs de naïveté sur un business plan, sur des mesures, etc. Parce qu'on se dit, finalement, on va vendre beaucoup. Mais alors, en fait, vendre beaucoup, c'est pas ça l'enjeu. Il y a un moment donné, il faut aussi avoir un modèle économique qui tient la route. Et après, quand on grossit, ce que disait Guillaume, moi je partage tout à fait, c'est qu'à chaque étape de croissance de l'entreprise, on est en vulnérabilité tout le temps. Et c'est jamais gagné. Et le plus gros risque pour moi, c'est de grossir. Parce que quand on arrive à une taille où les personnes dans l'entreprise commencent à se dire bon, bah, ça y est, ça marche.
C'est là où on prend le gadin. Parce que mécaniquement, on n'a pas vu le concurrent qui frétille plus vite, on n'a pas vu le changement technologique qui arrive, et on n'a pas vu les paliers sociaux qui passent, parce que quand on passe de 0 à 1 salarié, c'est une prise de risque phénoménale. Quand on passe au-dessus de 10, on commence encore une nouvelle prise de risque. Au-dessus de 50, c'est quelque chose de beaucoup plus compliqué. Et puis il y a un moment donné où nos concurrents, on les voit mourir aussi. Moi, dans mon monde immobilier, toutes les entreprises ont moins de 10 ans, moins de 15 ans, et on voit déjà des acteurs qui périclitent parce qu'ils n'ont pas vu les changements technologiques. Et pourtant des très gros. Le numéro 1 était très gros, beaucoup plus gros que nous. Mais il n'a pas vu le changement technologique arriver. Et donc moi, ça me fait penser simplement que la remise en cause, elle est permanente, parce que ça veut dire que si ça peut arriver aux autres, ça peut nous arriver à nous. Merci beaucoup. On va pouvoir passer au point suivant. Et Arnaud Giraudon va nous présenter Acomassure. Et nous allons parler d'un point particulier qui est la traction. On va définir également ce que c'est que la traction et pas l'attraction avec 2 T. Tremblement de terre. Tremblement de terre. C'est le métro en fait. C'est le métro brestois.